Bonjour à tous, je suis avec Alex Verret, training manager chez Episode. Salut Aurélien. Mais aussi spécialiste TRX. Ouais. Du coup, on va parler pas mal de la sangle une nouvelle fois. Ouais, c'est cool. L'idée, c'est de se dire, ok, cet outil-là, ça n'est pas qu'un outil de développement de la force, c'est aussi un outil complémentaire au training. Et il y a des finalités qui sont extrêmement variées en fait. Ouais, c'est un outil polyvalent et tu peux le placer à n'importe quel moment de ta session ou tout simplement de ta réflexion. Est-ce que tu veux mettre comme programme d'entraînement à tes athlètes, à ton groupe d'élèves ou à un participant unique, tu vois. Donc, il a une place de plus en plus large et avec tout ce qu'on a pu déjà voir ensemble, ça devient un outil qui est vraiment, je ne vais pas dire indispensable parce que, bon, même si moi je le pense réellement, ça serait dommage de passer à côté. Oui, ça paraît très dommage. Ouais. Ouais. Donc évidemment, on a tous en tête tout un tas d'exercices de renforcement, de gainage, en équilibre plus ou moins stable. Là, moi, tout de suite, c'est la mobilité qui me vient à l'esprit. Je me dis, là, il y a un champ de développement et d'utilisation de l'outil qui est fantastique. Ouais. Dans la mobilité, il y a la mobilité où on impose des grosses positions pour aller l'explorer. Donc, on a tendance à nous dire le strength mobility. Donc, la mobilité par implication physique aussi, mais il y a aussi toute cette mobilité que tu peux avoir par le fait de pouvoir décharger certaines zones du corps où il y a peut-être des sensibilités, des vraies contraintes, et de se dire, tiens, est-ce que je peux aller un petit peu explorer ce qui se passe au niveau des chevilles, des genoux, au niveau des hanches, etc., etc. Et c'est là où on se dit, où est-ce que je place tout ça en fait? À quel moment elle intervient la sangle? Et en fait, si on la prend comme un outil, une modalité, elle peut intervenir à n'importe quel moment de l'entraînement. Je fais un circuit classique, je mets des outils, à un moment donné j'ai un poste avec la sangle. Est-ce que je le mets en amont? Est-ce que je prépare mes mouvements justement à une séance de travail? Donc on serait dans la dynamique un peu de la mise en place du warm-up. Mais parfois, on pourrait se dire, est-ce que je ne peux pas aller chercher la finalité de ma session avec des clients et la positionner comme un travail de cool-down, de récupération et de repartir serein de sa séance. Mais tu peux aussi la détacher d'un corps de séance classique ou d'une session classique, d'un entraînement, et de se dire, est-ce que je peux faire un travail que de mobilité en fait avec la sangle? Et voir même plus loin dans ce travail de mobilité, ce que je suis complètement d'accord avec toi, c'est presque ce qui me vient en fait plus vite à la tête maintenant que me dire tiens c'est un super outil pour faire mon gainage, c'est est-ce que je peux améliorer des postures qui sont liées à d'autres activités qui sont proches de ce qu'on a déjà discuté, de la récupération ou simplement aider les gens à bien respirer, à bien se positionner comme le yoga, le pilate. Et on a de plus en plus de profs de yoga qui utilisent aussi la sangle pour améliorer des postures, mieux les éduquer et on est quand même dans le contrôle, dans la mobilité, dans tout ça quoi, ouais. D'abord, ça peut effectivement permettre d'entrer dans une certaine forme de travail en décharge. Donc, ça, c'est un gros avantage pour moi. Sur la souplesse, c'est évidemment très important puisque on est toujours en train de tirer sur des zones particulièrement raides avec tout le poids de corps. Donc, on a du mal à aller au bout des choses ou à y rester longtemps. Tout à fait. Ou à y imprimer du mouvement aussi. C'est-à-dire qu'on peut effectivement se décharger et s'appuyer sur la sangle. Pour basculer d'un appui à l'autre, tout à fait, pour marcher, faire des fentes. Je ne vais pas dire qu'il y a une forme de rééducation, mais on pourrait être dans ce système, celui qui a créé la sangle, entre guillemets, donc Randy Ettrick a fait tout un protocole de rééducation lié à une blessure. Il faisait une démonstration avec un athlète de l'UFC. Le mec sur le tapis a glissé par rapport à la transpiration, il a voulu le rattraper, le biceps a lâché et il s'est dit voilà tiens je vais voir où peut m'emmener aussi mon outil. Je l'ai utilisé toujours dans des environnements confinés, restreints, quasiment mettre le militaire prêt à l'emploi, c'est de là où on est né, mais est-ce qu'on peut s'en servir pour rééduquer un geste, réapprendre à faire un geste? Il y a quand même tellement de polyvalence sur cette sangle où je peux attraper une poignée, deux poignées, passer sur différents environnements quasiment instantanément. Donc pour moi, c'est peut-être l'un des plus gros avantages qui, encore une fois de plus, peut être un petit peu oublié ou simplement un peu basé de la part de la personne qui va l'utiliser. En l'occurrence, si on se met avec les coachs, ce n'est pas toujours des choses sur lesquelles ils vont travailler, tu vois. Donc, mise en décharge, ça c'est juste une évidence. Fermeture des chaînes musculaires. C'est-à-dire que ce qui est là aussi pas forcément simple à faire à poids de corps.
Hein, souvent, on arrive mieux à fermer avec des machines ou avec des outils. Ouais, une sorte d'aide extérieure, tu vois. Donc là, ça permet quand même de travailler en circuit fermé. Ouais, en fait, on pourrait quasiment toucher du doigt tous les secteurs. Tu parles de décharge, on utilise parfois des bends pour faire un travail de décompression. On peut utiliser la sangle pour la monter à un sommet beaucoup plus haut et travailler sur un système de pendaison et explorer un peu. Il y a un avantage où on va se connecter avec nos chaînes fonctionnelles. En fait, pour moi, la seule limite, c'est en fait ton niveau d'expérience, ton niveau d'expertise et ta capacité à prendre en charge le groupe et donc identifier réellement ce que tu veux emmener. Et après, pour moi, dans tout ce que tu dis, la clé du succès si je pourrais dire, d'un bon coach qui entraîne les gens en suspension, c'est aussi de s'assurer que son coaching crée un vrai changement, donc qui procure vraiment un changement auprès de la personne. Donc, le domaine est large, mais si on commence là en quelques minutes à se positionner tous les deux, il y a le domaine vraiment du warm-up, la préparation de la personne à pouvoir fournir un travail de qualité autour de ses mouvements. Dans ta séance, où est-ce que tu le positionnes? Est-ce que tu fais une séance 100% TRX avec la sangle ou est-ce que tu le considères comme un seul outil? Et c'est là où on pourra parler des associations, puisqu'on parle de complémentarité, mais il y a des associations d'outils qui se font vraiment quasiment naturelles. Et ensuite, finir sa session avec un cool-down avec la sangle qui pourrait aussi donner un peu de fraîcheur au cool-down et apporter quelques nouveautés, tu vois, pour les clients. Donc, Alors, si je reviens 2 minutes sur le warm-up, que les choses soient claires pour les gens qui nous écoutent, là, on n'est pas dans un warm-up fondamental classique où on va faire 10 minutes d'elliptique. Hein. Là, on est sur des registres de contrôle moteur, de mobilité articulaire, de travail en chaîne, de stimuler le système nerveux, de etc., relâchement myofacial et d'activation nerveuse, tout à fait. psychologique. Ouais. Et du coup, dans ce contexte-là... C'est un conditionnement presque aussi, de toute façon, pour moi. D'accord. Tout un panel d'outils, d'exercices, que l'outil permet de mettre en œuvre à l'échauffement, des fentes en ouverture en chaîne, des mouvements inspirés du kettlebell comme le windmill, en fait, je pourrais presque dire tu as ta séance que tu as préparée avec des objectifs bien précis et je devrais préparer mon warm-up en conséquence de cet entraînement et du coup, si on prend d'autres aspects d'extérieur, quel est l'environnement où tu vas entraîner les gens, est-ce que c'est à l'extérieur, à l'intérieur, quels sont les outils à disposition ou pas, la sangle répond en fait à pas mal de solutions. On parle aussi de polyvalence, mais la complémentarité, c'est aussi d'avoir des outils qui sont légers et transportables, c'est le cas. Et tu parles du windmill avec le kettlebell, c'est-à-dire que je peux aussi, à travers ma préparation en mouvement, mais aussi simplement connecter la personne au mouvement sur lequel elle va appliquer ça dans un autre registre avec un autre outil. Donc la sangle, dans cette partie warm-up, c'est un warm-up bien conditionné par rapport à un objectif précis, quoi, pour moi. Ça, le mot précis est important pour nous, comme tu sais, ou la précision du geste, tout ça, quoi. Ouais. Ça rentre dans la partie auxiliaire, voire spécifique de l'échauffement, où on est déjà en train de se projeter, on a déjà un pas dans la séance. Tout à fait. Et on est déjà en train le considère même dans le corps de séance, quoi. De toute façon, c'est pas quelque chose de complètement séparé. Il y a des vraies connexions et ce vase communicant. Il y en a qui appellent ça drills, d'autres skills, mais c'est vrai que oui, c'est une vraie préparation jusqu'au domaine psychologique pour moi, parce que si je me sens bien et prêt, je suis capable d'aller un peu plus loin, quoi, tu vois. Comme le musicien fait ses gammes. Voilà, tu te prépares, tu échauffes tes doigts, tu te conditionnes un peu, tu fais tes premiers tests, tu as des petites séquences à répéter, tu te fatigues pas trop, mais tu es prêt maintenant à travailler dans le cœur du sujet, quoi. Alors après, il y a effectivement le cool-down. Celui-là, on en parle encore moins. Le retour au calme, on en parle très très peu. Cette phase qui est à moitié de la sortie de séance, à moitié du débrief de séance, à moitié ça fait beaucoup de moitiés, tu me diras. Il y a beaucoup de moitiés dans un cool-down. De la récup à court terme, là aussi la sangle peut avoir un intérêt. Alors est-ce que c'est les tendances ou pas pour être quand même quelqu'un qui a d'abord navigué dans les clubs de fitness, la tendance est parfois un peu, tu as fini ta séance, bye, quoi, tu vois, tu pars et tu te débrouilles un peu par toi-même. C'est beaucoup pareil dans le haut niveau. Ouais, je pense, je ne sais pas, en tout cas, de ce que je vois moi maintenant en étant un petit peu plus axé dans le sport de haut niveau depuis 3 ans,
c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être un petit peu basées, oubliées, ou simplement ça fait chier, quoi, tu vois. Donc, si je mets la sangle dans la partie cool-down, je vais aussi me positionner comme une sorte de célébration de ce qui vient se passer, de prendre un certain temps avec la personne pour déjà la remettre dans une condition, elle va pouvoir partir de la salle dans une bonne dynamique et pas en train d'essayer de ramper par terre pour accéder au vestiaire. Je vais aussi l'utiliser pour avoir un moment de débrief avec la personne, pour voir voilà, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui a été réussi, sur quoi on peut encore travailler, même anticiper sur la suite. Et tout ça à travers quelques mouvements de mobilité très simples sur des parties du corps qui ont été fortement sollicitées ou même inversement, qui ont peut-être été moins sollicitées visuellement, mais qui ont en fait un énorme impact sur ce qu'on recherche en termes de stabilité et autres. Et comme on l'a dit plusieurs fois, on est sur de l'implication tellement forte volontaire. Et il faut aussi à un moment donné savoir décharger un petit peu tout ça et que la personne se dit voilà, là je suis bien. Et pour moi, malgré tout, on se positionne chez TRX comme un effort, je ne vais pas dire modéré dans ce qu'on va apporter, même si on aime bien les contenus un petit peu courts, mais on n'est pas là pour smasher la personne. Donc je voudrais qu'à travers mes séances, je puisse quasiment un peu l'imbriquer n'importe quand, sur des temps assez courts, pour ne pas croquer dans la part peut-être du spécifique, si un soir tu as une vraie session à faire ou un sport particulier, et que quand tu sors de là, tu te sentes quand même bien et que tu sentes que ça te fait du bien, quoi. Et on parle du sport santé et le cool-down doit faire partie aussi de ces moments-là, tu vois. Ah, il y a une vraie notion au-delà de la récupération à court terme, de régénération au sens large. Ah, ouais. C'est vrai que c'est un sujet, l'aspect régénéré, mais oui, je suis tout à fait. C'est un petit peu un moment entre toi et ce qui vient de se passer. Et si en tant que coach, j'arrive un petit peu à te mettre en deuxième plan, tout en proposant quelques exercices de mobilité avec la sangle, le rendre assez indépendant sur ce qu'il est en train de faire, et tu t'effaces un petit peu, bah, il se régénère aussi par lui-même. Et il en sort grandi, je pense. Même si c'est un tout petit step en avant, il dit tiens, aujourd'hui j'ai appris un truc. Et encore une fois de plus, hein, si je le transforme et que mon quotidien, je le mesure, je me dis, bah voilà, je pense que j'ai réussi, moi, mon job de coach en tous les cas. Et on revient sûrement peut-être pour ça, et pas simplement parce que je cache les choses, je dis, tiens, tu seras tout seul, tu n'y arriveras pas, donc il faut que tu viennes me voir. Non, c'est au contraire. Regarde tout ce que tu es capable de faire après quelques semaines, quelques mois, quelques années avec moi. Et je pense que ça, c'est un des avantages du cool-down. Et ben, faisons-le avec la sangle et proposons des exercices simples, ludiques, qui apportent une vraie régénération, quoi, tu vois. Alors, est-ce qu'on arrive à définir là, comme ça des protocoles un peu globaux d'échauffement? C'est quoi tes exercices préférés sur la sangle en warm-up, par exemple? Alors, moi, je suis un fan des daily, tu sais. Chez TRX, on dit qu'on en a 8. Alors, si je donne les noms comme ça, c'est des noms anglais, est-ce que ça va parler à tout le monde? Je ne sais pas. Les gens pourront Mais chercher ouais, voilà. sur YouTube. Si j'en prends 3-4 au hasard que j'adore faire, et après, je me suis même fait quasiment une sorte de routine qui devient, tu sais, un peu comme des rituels. Et ça me conditionne bien. J'adore le lower back stretch, donc la sangle au milieu, je vais pousser mes hanches vers l'arrière, je vais donner de la longueur, sans chercher longtemps l'étirement, parce que ce n'est pas le but. Ensuite, c'est de venir faire mon squat rowing, donc un squat row où je vais avoir une belle triflexion extension, mais sans avoir une charge très forte sur mes articulations. Commencer à réveiller ma chaîne postérieure avec l'étirage. Reste en bas, faire quelques explorations de rotation à travers mes bras, mes épaules, voir un peu ce qui se passe, commencer un petit peu à réveiller, lubrifier tout ça, faire des avancées de reculer de mes genoux vers les pointes de pied, commencer à préparer mes chevilles et à partir de là, faire quelques squats. J'aime bien très peu de reps et là, je me concentre sur la verticalité. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, bah, je tourne mon corps au point d'ancrage et j'aime bien faire quelques roll-out. Donc là, pareil, je me connecte un peu aux muscles profonds, au centre du corps. Je commence à voir ce qui se passe au niveau un peu des épaules. Et puis après, j'adore faire ce qu'on appelle les fentes vers l'avant avec des grandes ouvertures de bras, tout en gardant un certain contrôle par la petite pression. Et je finis par avancer loin devant et à laisser partir mes bras vers l'arrière, pardon. C'est presque le TRX, quoi, comme si c'était quelqu'un qui tirait mes bras et ouvrir cette cage thoracique. On n'a pas trop parlé de la respiration dans certains de nos sujets, mais c'est vrai que c'est important aussi de commencer à éduquer les gens avec des choses simples. Et comme tu le sais, on est beaucoup sur ce contrôle-là. Donc, je cherche d'abord à bien m'oxygéner, à me réveiller.
Et après, je reviens face. J'aime bien le hip hinge avec une position large des pieds. Donc, je restimule ma bascule des hanches, mais avec un contrôle plus au niveau du tronc, du buste. Et je finis sur, j'aime bien les transferts de charge latérales avec le Cossack. Donc, d'abord, peut-être fente alternée où je remonte et je redescends. Et après, je reste en bas et je commence un petit peu à shifter mon corps de droite et gauche. Et j'aime bien faire des petits temps de pause personnels où je prends la sangle avec une seule main et je presse un peu, je reste en bas, je guide des mouvements un peu circulaires pour commencer à voir un peu comment mon corps réagit. En fait, je prends ces instants-là pour déjà bien sûr me connecter, savoir là où je veux aller, mais comme je prends les mouvements dans leur globalité, même si j'ai simplement qu'un travail de squat aujourd'hui à faire, je m'applique ça en fait. Parce que ça fait partie d'une préparation pour moi, même psychologique. Donc voilà un peu ma routine. Donc ça tourne sur des choses très basiques et qui, en gros, si je mets le chronomètre en 3-4 minutes, un peu accéléré, je suis dedans. Et après, j'aime un petit peu réagir avec mes appuis, donc quelques squat jump avec la sangle parce que je reste sous contrôle, quelques accélérations, ce côté assez véloce. Et nous, chez TRX, on aime ce côté où très haute vélocité, charge très minime, ou quand on est dans le green, la charge est très lourde. Même avec l'envie d'aller vite, tu ne peux pas. Et après, il y a l'hybride au milieu. Donc sur ces phases d'échauffement, je suis un peu dans l'hybride, on va dire. J'aime pas être trop lent, j'aime pas être trop rapide, mais j'aime bien finir avec cette petite touche dynamique. J'aime bien cet exercice que tu fais sur le sprint, là, sur le TRX sous les aisselles. Ah oui, le TRX, ce qu'on appelle ça le starter sprint. Alors ça vient d'abord du front squat. Donc on est sur un angle à 45 degrés, on verrouille la sangle sous les bras pour être bien verrouillé, bien bloqué, qu'il n'y ait pas à essayer d'aider à trouver la stabilité à partir des bras, mais par rapport au tronc quasiment. Donc je suis complètement compact, comme si j'étais un gros bloc de ciment. Je cherche ma balle des pieds et je tracte mes fesses en direction des talons pour avoir le dos et les tibias parfaitement à la parallèle, un bel angle droit avec mes cuisses et mes jambes. Et j'essaie de repousser le sol à partir des balles de pied pour avoir cette sensation de vouloir partir vers l'avant et de courir. Et après, on split les jambes et on est sur le départ du sprinter. Ouais, j'aime beaucoup cet exercice aussi. Il n'est pas évident. Il n'est pas évident à coacher. Il n'est pas évident même dans la pratique à ressentir. Parce que ça, c'est vrai, tiens, j'ai encore un peu de temps là. Ouais. Allez, rapide. On peut passer en fait à côté de l'entraînement TRX. Réellement, facilement. Si jamais tu n'es pas bien coaché, tu peux dire, j'ai rien fait en fait. Parce que comme justement, tu n'es pas impliqué sur ce que tu fais, tu peux dire, ouais, on n'a pas fait beaucoup, je ne me suis pas assez challengé. Et pour une bonne partie des gens, si tu ne transpires pas, si tu n'es pas un peu HS, la séance n'a pas été effective, elle n'a pas été bénéfique. Et ben, sur des exercices comme ça, alors là, c'est encore plus dur parce que il n'y a quasiment pas de charge au niveau du quadriceps. C'est aussi un mélange entre la stabilité que tu dois avoir personnelle, un peu d'équilibre, un peu de coordination. Et quand tu commences à… Qualité de pied, mais en fait, ça répond à beaucoup de facteurs. La proprioception, savoir aussi organiser son côté droit, son côté gauche. D'être capable quand même de dissocier le bas du corps avec le haut du corps, parce qu'il y en a un qui est très compact, l'autre il va être très dynamique. Et ouais, on peut passer à côté, mais c'est un exercice qui pour moi est quasiment rarement utilisé, je ne vois jamais. Dans la plupart du temps, des gens avec qui je peux même m'entraîner, qui connaissent quand même assez bien le TRX, mais ceux qui l'intègrent réellement dans leur session et qui arrivent à faire évoluer la clientèle, sincèrement, ça marche très bien. Et j'essaie de le faire à petit niveau, tu vois, par exemple chez Épisode, tu viens de t'entendre, on essaie de placer la sangle dans ce mieux bouger et d'éduquer à travers des exercices qui peuvent prendre un peu de temps, mais on leur fait comprendre que le but là, du jeu, ce n'est pas simplement d'aller vite ou de faire un maximum de choses en un minimum de temps. Et j'essaie aussi de l'appliquer avec les sportifs qu'on peut avoir chez Under Armour, ou simplement quand on s'entraîne tous les deux, de pouvoir quand même échanger à travers la séance et pas juste mettre une tartine tous les deux et puis on est content, tu vois. Donc ouais, le starter sprint, ça reste un exercice qui est très intéressant. Ouais. Super, ça c'est vrai. Et en fin de compte, et pour terminer, sur le cool-down, du coup, tu as une petite routine aussi à proposer. Ouais, alors j'aime bien revenir sur je pourrais dire étirement du bas du dos, ce qu'ils appellent le back stretch, mais je cherche un peu d'allongement sans forcer sur mes fibres et autres. Et j'aime bien rajouter la notion de rotation. Et un peu, comme disait, pareil, toujours Chris Frankel, c'est va au bout des choses. Donc j'essaie d'avoir une vraie extension de mes coudes, de vraiment basculer, d'aller chercher mon regard sous l'aisselle, d'essayer de regarder vraiment le plafond.
et d'accompagner mon geste par un principe où je m'y implique réellement. J'aime bien revenir ensuite sur de nouveau mon Cossack, où là tu l'aimes bien, ça. Ah ouais, je l'aime bien parce que j'ai eu pendant longtemps quand même une mobilité réduite et par le sport que je faisais. Du BMX, toi. Ah ouais, j'avais l'arrière, bon, on va dire la chaîne postérieure, mais tight, tu vois, dur comme du bois, et tu faisais ça, ça pétait comme un élastique. Mais je pense que j'ai appris en fait à aimer la mobilité, aussi bien parfois l'échauffement ou parfois via le cool-down. Mais j'ai souvent zappé le cool-down pendant des années. J'ai souvent zappé tous ces moments où en fait c'est des moments pour moi. Et la sangle m'a réconcilié avec ça parce que c'est pas qu'on m'a obligé, mais on m'a dit ça fait partie des principes chez TRX. Il faut que tu l'intègres, Alex, il faut que tu l'appliques et il faut que tu te connectes vraiment pour pouvoir bien l'éduquer derrière aux gens et comment tu vas le coacher. Donc ouais, j'aime bien le Cossack, j'aime bien ces types d'exercices où je vais prendre quelques minutes pour moi. J'y reste pas très longtemps parce que ce n'est pas non plus quand même quelque chose qui fondamentalement me plaît. Donc j'apprends à l'aimer par petites touches. Après, j'aime bien revenir sur justement la fente avant quand je suis dos au point d'ancrage. Mais cette fois-ci où je vais laisser partir mes bras en position I, parce qu'on a les positions I, Y et T par exemple, quand c'est vertical à 45 et parallèle au sol. Et je vais faire ce qu'on appelle les wall slides, donc faire des mouvements un peu à la verticale, où là aussi je vais régénérer un petit peu mon corps par des mouvements doux et de nouveau me connecter à ma respiration. Ta scapula à zéro. Ouais, voilà, de partir, pas sentir que mon corps, tu vois, il est pas bien, quoi. Donc ouais, il y a pas mal d'avantages à utiliser la sangle à différents moments et selon les saisons, selon la programmation et ce que tu veux en faire. Je dirais que tu peux t'exprimer en tant que coach sans sentir que tu es verrouillé par un système et que tu peux aussi mettre en valeur tes connaissances, ton expertise, ton expérience, tout en restant très simple parce que ça, c'est un des points de caractère et de donner une vraie plus-value à cet investissement que tu vas faire financier pour tes clients, pour tes athlètes, et elle prendra une place sûrement beaucoup plus importante dans ton espace où tu vas t'entraîner, dans ta salle, tu vois, que plutôt de la laisser pendre comme ça et rien faire avec. Bon, génial, merci pour ce partage, merci pour toutes ces pistes. Ouais, merci de nous avoir écoutés et puis très bientôt. Hein. Ouais, avec plaisir, ça marche. Salut. Salut.